Comment s'appelle cette Alors, je structure? représente le journal Méditation France, qui est un journal sur le web de 100 000 lecteurs, qui représente une vision aujourd'hui de la spiritualité contemporaine liée autour de la méditation, bien sûr. 100 000 lecteurs, c'est-à-dire 100 000 passages par mois, c'est ça? 100 000 passages par mois. Nous, c'est à peu près aussi ce que nous avons. Donc, c'est complémentaire. Et alors donc, vous mettez beaucoup de vidéos ou c'est quoi? C'est des vidéos, c'est des textes, c'est quoi? Alors, c'est un journal qui est partagé entre interviews de personnalités contemporaines. Qui sont filmés ou qui sont par écrit? Alors, il y a des vidéos, il y a des interviews écrites, mais il y a les deux. Voilà. Il y a aussi des passages de thérapeutes contemporains, de gens qui travaillent autour de la méditation, autour du tantra, qui font des massages. Enfin, il y a divers intervenants qui racontent un petit peu leurs expériences. Alors, pouvez nous raconter un peu comment ça s'est développé jusqu'à maintenant? Quand est-ce que c'est né? Je ne suis pas la plus apte à Non, parler mais de la qu'est-ce que vous en naissance de ce savez? journal. Il y a une quinzaine d'années, il y a un jeune garçon qui s'appelle Emmanuel Moulin qui a eu l'envie de faire ça sur le web et qui s'est lancé. En 2000 à peu près. Oui, à peu près, il y a une quinzaine d'années. Ça, je peux vous redonner les dates si vous voulez, mais là, je ne les ai pas en tête. Puis il s'est associé avec Jean-Claude Dumont. Ce sont deux personnes qui ont des expériences de la méditation. Jean-Claude Dumont médite depuis plus de 35 ans. Et puis le journal a pris peu à peu de l'ampleur. Et il y a à peu près 8-9 ans, il cherchait une correspondance sur Paris. Parce qu'au départ, ils ne sont pas sur Paris. Alors la rédaction, elle a lieu, les gens sont dispatchés aux quatre coins de la planète. Jean-Claude vit en Toscane et Emmanuel vit à Tel Aviv. D'accord. Voilà. Et ils cherchaient une correspondante sur Paris. Donc ils m'ont contacté. Quel est votre nom alors? Alors Patricia Ménétret. Ménétret, d'accord. Voilà. Donc moi j'ai accepté et à partir de là j'ai commencé à rencontrer les figures contemporaines de ce monde. Vous avez rencontré beaucoup de gens? Alors je fais 3-4 articles par an pour eux. Et je rencontre, oui, j'ai rencontré Benjamin, j'ai rencontré Andrew Cohen, j'ai rencontré Deepak Chopra, j'ai rencontré Moss. Et vous les avez filmés ou c'était Moi, enregistré? personnellement, je fais des interviews écrites. Vous enregistrez en fait? J'enregistre en audio. Et après j'écris. D'accord. Parce que les 3 quarts du temps, mes interviews se font en anglais. C'est des personnalités. Ah, d'accord. Donc il faut traduire en fait. Alors je les interviewe en enregistrant comme vous le faites. Et après, je traduis moi-même et j'écris l'article. Alors il peut y avoir deux formes d'articles. Ce que j'écris, ce que je pense sur eux, et puis des questions que j'ai préparées auxquelles ils répondent. Mais parfois ça dure une demi-heure, donc je raccourcis parce que les articles ne doivent pas être trop longs, bien sûr, pour ne pas, pas fatiguer le lecteur, mais on sait que le lecteur, au bout d'un moment, il n'ira pas sur l'article. Oui. D'ailleurs, on a remarqué que les gens, malgré tout, captaient mieux ce qui était écrit que ce qui était oral. Hein. Ça, c'est un problème aussi. Au niveau de la concentration, on cite beaucoup plus facilement un article écrit qu'un document audio, parce qu'on ne peut pas le visualiser. Alors, des documents audio, il y en a quand Jean-Claude Dumont vient avec sa caméra. Alors, à ce moment-là, ou alors il en réalise à d'autres endroits que Paris, puisque l'avantage d'un journal sur le web, c'est qu'il peut se faire aux quatre coins de la planète. Bien sûr. Donc ils vont parfois faire des interviews à Londres ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, il y a des interviews sur... Alors donc justement, alors peut-on parler alors on peut dire qu'il y a une ligne particulière? Alors la ligne du journal est liée à la méditation. Oui, comme son nom l'indique. Voilà. Elle est liée, alors elle est ouverte à différents types de méditation, mais parfois la rédaction est vigilante sur certains types de méditation, parce qu'on met sous le nom de méditation pas mal de, je ne vais pas dire de délire New Age, mais maintenant on appelle méditation des choses qui sont reliées à des choses. Pour nous, l'essence de la méditation, c'est l'observateur. C'est celui qui observe.
Alors, l'essence de ça, c'est la vipassana, c'est la méditation bouddhiste. Nous sommes assis, on observe la respiration et on accueille les choses qui nous traversent l'esprit, sans les juger, sans les rejeter, sans c'est bien ou c'est mal. Et on revient, chaque fois que nous avons le choix, nous revenons au choix de regarder, nous revenons à l'observation de la respiration. Ça, c'est la base. Après, il y a des tas de méditations actives, comme la Nada Brahma, la Kundalini. Ça, c'est des méditations liées au maître spirituel Osho, qui a réactivé des méditations, qui en a créé et qui est allé en remettre au goût du jour d'autres anciennes. Donc il y a une partie de ces méditations-là qui sont bien transmises dans Méditation France. D'ailleurs, une fois par jour, à 18h, il y a des méditations en direct où on sait qu'il y a peut-être 20 000 personnes qui vont la On se branche en même temps, à la même minute. Il y a les instructions, la musique et les personnes. Et vous-même, vous pratiquez la méditation? Alors j'ai commencé par la méditation transcendantale il y a presque 40 ans. Et puis je pratique la méditation depuis 35 ans, la méditation vipassana. Et j'enseigne les méditations actives d'Osho. Je conduis des retraites, j'ai conduit des retraites vipassana en Inde, un peu dans le monde entier. Et maintenant, comme je suis installée en France, par exemple, au mois de mai, je conduis une méditation silencieuse dans un château près de Blois. Alors, par rapport à leur présentation du futur, vous avez des attentes? Vous pensez qu'on est dans une période clé? Alors, je pense qu'on est dans une période clé, tout le monde le dit et on peut bien le sentir. Pour moi, le monde, il va être différent. Il faut amener la conscience pour changer les choses. Mais d'attente, je n'en ai pas. Ce que j'essaye de faire, c'est d'être le constructeur, c'est de participer à ma manière à un monde différent. Et pour moi, un monde différent est lié à la conscience de qui je suis, à la conscience de la Terre, de cette entité vivante qui peut éliminer l'espèce humaine sans problème ou réinventer un autre mode. Mais je n'ai pas d'attente, je suis acteur du changement que je voudrais. Alors, par exemple, tout à l'heure, les extraterrestres, pour vous, c'est intéressant? Alors, les extraterrestres, pour moi, je me suis toujours dit que vu les milliards de galaxies, on ne pouvait pas être les seuls sur cette planète. Et puis qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui aient une technologie avancée d'1 million d'années sur nous. Donc, que ferons-nous dans même 100 ans si on voit l'avancée de la technologie? Donc, j'étais ouverte, mais j'ai eu une nuit la vision de 7 soucoupes volantes que j'ai photographiées. Et j'ai des traces de ça. À partir de là, ma conscience a basculé. J'avais des preuves tangibles et j'ai les photos. Il y a combien de temps, s'il vous plaît? Il y a eu 2 ans à peu près. Ça, je peux vérifier. Peut-être 3 ans, mais c'est très récent. J'ai encore les photos dans mon iPhone, puisque c'est mon iPhone qui m'a permis de les faire. Parce qu'aller chercher l'appareil, entre-temps, la personne qui était avec moi est allée chercher un appareil plus sophistiqué. On les voit aussi différemment. Voilà. Donc, et on voit quelque chose de... Qu'est-ce qu'on voit? je vous les montrerai, les photos. Non, mais enfin, je veux dire, on voit des personnages, on voit des formes? On voit, alors sur l'appareil qui est un Canon professionnel, on voit une forme oblongue noire avec une ligne de lumière au milieu. Et sur mon téléphone portable qui a complètement un peu disjoncté, on voit des traces de lumière. On ne voit pas la forme de la soucoupe. On voit des espèces de halos de lumière, mais on voit des traces de lumière. On voit la lumière des soucoupes. Mais ça a complètement surexposé le ciel. Alors, il y a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup sur notre chaîne de la subconscience, c'est la question du masculin et du féminin. Est-ce que ça vous parle, le fait que l'avenir de la femme ou les rapports entre hommes et femmes? Alors moi, ça m'intéresse profondément d'un point de vue spirituel. Je suis issue de 68, le féminisme, j'ai laissé tomber depuis très longtemps. Le féminin sacré, j'anime des groupes avec le féminin sacré, ça c'est sûr, parce que je pense que l'émergence de cette partie-là va
amener au monde aussi une conscience différente. Il y a une blessure de la femme qui fait qu'elle est en train d'essayer de s'aligner sur des modèles masculins qui ne fonctionnent pas, on le voit. Et pour moi, le retour de la complétude de l'homme, hein, l'homme doit accueillir son féminin, la femme doit d'abord accueillir son féminin et puis faire un mélange de son féminin et de son masculin, ça passe par le rapport au sacré. Et ça, pour moi, c'est remettre du sacré dans le quotidien, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Et est-ce que vous attachez de l'importance aux écritures, par exemple? Alors moi, je suis issue des lettres. Hein, oui, pour moi, l'écriture est quelque chose d'extrêmement puissante. Et les poètes, je pense que parfois ont accès à des espaces de conscience que nous n'avons pas à travers la poésie. Et bon, les écritures anciennes, je ne vais pas vous dire, ça fait un peu prétentieux, mais je baigne dans les livres depuis mon enfance. Et ça fait partie des choses qui m'aident à me relier à un sens de la vie. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous considérez qu'il faudrait que tout le monde se mette à méditer? Je ne considère rien pour les autres. Je pense que aujourd'hui c'est un phénomène de mode que tout le monde récupère et qu'on fait de la méditation quelque chose d'un peu... c'est comme si on lui enlevait non, c'est pas tout à fait juste le dire. C'est devenu un phénomène de mode, donc on le met à toutes les sauces. Pour moi, la méditation, ça n'est pas m'asseoir en lotus une demi-heure, comme les chrétiens vont à la messe une fois par semaine pour ceux qui vont. C'est d'amener la conscience de qui je suis dans chaque instant de ma vie. La véritable méditation, c'est quand le méditateur disparaît et que la méditation devient une forme d'art de vivre. Et ça, c'est ça que j'aimerais transmettre. Alors au départ, il faut le transmettre par amener les gens à comprendre ce processus, mais après amener ce processus dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'essaie de vous parler, mais je suis consciente de ce qui est en jeu. Je suis consciente de la position de mon corps, je suis consciente des énergies qui continuent à être... Alors, une autre question, Patricia. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des idées sur l'alimentation, par exemple? Alors, j'ai ma propre idée. Moi, je suis végétarienne depuis 40 ans. Je mange les choses de la terre. Je cuisine des choses crues aussi. Oui, je suis très, très sensible à ça parce que je pense qu'on est en train de piller la terre avec la manière dont on se nourrit et qu'on se nourrit de plus en plus mal. Je pense que je suis ce que je mange. Donc j'ai une conscience sur comment je mange. Mais je n'essaye pas de convertir qui que ce soit, ni au végétarisme, ni à quoi que ce soit. Mais de toute manière, je pense que les personnes vont être tellement malades par leur manière de s'alimenter qu'elles vont venir à des choses beaucoup plus naturelles. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène Maitreya de manière générale? Alors moi, Maitreya, j'ai une très grande sympathie pour Benjamin Crème. J'ai pendant très longtemps écouté Krishnamurti, qui devait accueillir le corps spirituel de Maitreya. Et puis, récemment, d'ailleurs après être invitée ici, j'ai eu une espèce de lâcher prise là-dessus, où je me suis dit, mais Maitreya, c'est une énergie qui descend dans chacun de nous qui est prêt à la recevoir. Et je ne suis plus comme les chrétiens qui attendraient le retour de Jésus. Je me dis, il apparaît sous une forme de sagesse où il donne des insights, on dit en anglais, des espèces de moments de claire conscience à qui peut accueillir ça. Et je suis beaucoup plus libre avec ça. Parce qu'avant, je me disais, mais peut-être qu'il va revenir, qu'est-ce que c'est que ces images? Parce que moi, j'ai eu des soucoupes volantes, je ne vous raconterai pas la manière dont le soir elles sont arrivées, mais le matin, j'avais dit, s'il y a une forme d'énergie intelligente dans le cosmos, montrez-vous. Et le soir, il y avait cette soucoupe volante. C'était comme une réponse. Et quand je fais des photos, il y a plein de choses sur mes photos. J'ai des lumières, je peux vous en montrer dans mon appareil. Donc, et je me dis que je n'attends plus un personnage Maitreya. Je pense que pour moi, Maitreya, c'est une énergie haute conscience que chacun peut contacter
avec son niveau de conscience et de perception. Voilà, c'est un petit peu ma vision. Et ça m'a libérée de cette attente, parce qu'en même temps, je suis là parce que je pense qu'il y a toute la place pour l'humanité, mais que cette attente d'un Maitreya qui reviendrait est encore une manière de ne pas voir qu'en nous, on peut recevoir des choses. Voilà. Alors, parce que nous, on travaille beaucoup sur la question, quelles sont les lois qui gouvernent l'humanité, à votre avis? Les lois. Enfin, les lois, les cycles, enfin, est-ce qu'il y a des choses à comprendre au niveau du fonctionnement de l'histoire, du fonctionnement de l'humanité? Pour moi, la seule loi qui a régi ma vie, c'est celle de l'amour. Donc, j'ai le sentiment que c'est lié à... Ça correspond pour moi à une loi authentique. Alors, est-ce que c'est le symbole de la chute de l'homme? Nous nous éloignons, l'humanité s'éloigne de cette vision d'un amour. Qu'est-ce que c'est qu'un amour? Et en même temps, j'ai le sentiment que une poignée de personnes se disent il faut mettre ces valeurs en avant. Pour moi, la loi universelle, c'est une loi de l'amour. Après, tout est mystère. Vous n'êtes pas intéressé par la notion de cyclicité dans la vie de la personne, dans la vie des gens? Ah ben si, parce que je vois que si j'ai pas compris une leçon, la vie va me la représenter. Et je vois aussi que l'humanité a forcément des cycles. Je suis persuadée que cette société telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas la première qu'il y a eu. Je pense que la Terre a éradiqué une partie déjà de personnes. Ça peut être le peuple des Atlantes, mais c'est des pressentiments profonds. Depuis que je suis enfant, j'ai des visions atlantes, j'ai des visions de... Alors après, beaucoup de gens m'ont dit que mon imagination était débordante, mais c'est des ressentis de vérité. Pour moi, je suis prête à... c'est pour ça que je ressens profondément dans mon cœur quelque chose d'authentique dans le mouvement du partage, mais la seule résonance en moi, c'est la résonance de vérité. Est-ce que une théorie me fait grandir, où je sens que je peux partir en expansion dans mon être, ou est-ce qu'au contraire, elle vient bloquer quelque chose de mon être, et que je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'entre pas dans mon champ de perception qui peut me faire grandir. Donc à ce moment-là, je dis, j'accueille ça comme quelque chose qui ne fait pas partie de ce qui m'a offert pour grandir. Alors, sans jouer sur les mots, est-ce que vous... Bon, qu'est-ce que vous pensez, non pas de la méditation, mais de la médiumnité? La médiumnité... Parce que de la façon dont vous parlez de la méditation, il y a une dimension médiumnique qui semble dans être la sous-tendue. méditation, plus vous méditez, plus je médite, parce qu'on va pas dire, plus la médiumnité se passe. Moi, je donne des séances où j'accueille des messages. Ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui vient, je ne sais rien, et il y a son compagnon qui est décédé il y a 3 jours, et j'entends le nom du compagnon. Cette médiumnité, je l'expérimente dans ma vie. Oui. Mais je ne veux pas la développer. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je vais faire de l'argent. Quand c'est là, c'est là. Je capte des informations, ça c'est sûr. Donc je ne peux pas dire qu'elle n'existe pas. Le nombre de fois où il y a des synchronicités, où je sais, enfin moi je suis une adepte de Jung, j'ai fait psycho, donc j'étais plutôt jungienne, j'aime ses écrits, j'aime ce qu'il dit, je suis beaucoup plus proche de lui, et je pense que lorsqu'un être commence à ouvrir son esprit, ben, il y a quelque chose qui s'agrandit, et je sais que je capte des choses qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas rationnelles. Je suis certaine que dans 10 ans on les expliquera. Les Russes, enfin il y a beaucoup de gens qui font des recherches là-dessus, et c'est assez étonnant. Donc voilà. Alors, si on parlons par exemple du rôle imparti aux différents peuples. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Que sur cette planète, toutes les régions du monde, tous les peuples n'auraient pas forcément la même mission? Ben, si on prend la tradition des Kotodama, qui est la langue sacrée par laquelle on a accès à Dieu, il est dit qu'il y a 3 peuples qui détiennent la connexion. Ce seraient les Celtes, ce serait la langue hébraïque, et ce serait les Kotodama japonais.
Donc il y a bien, ce serait bien les gardiens d'une tradition. Exact. Donc moi, ça me parle. Depuis enfant, j'entends de la musique celtique, il y a quelque chose qui m'emmène. J'ai des visions de Stone Age, bien avant de savoir que ça existait. J'ai des visions de pierre, j'ai des visions de sages. Ce peuple-là est gardien dans la tradition de la langue sacrée. Moi, je pensais qu'il y a les Tibétains aussi, mais apparemment, chaque peuple est gardien de quelque chose. Le franc sait, si la France elle est gardienne d'une tradition, le franc il sait. Quand il est dans son cœur, il y a une connaissance. On l'a perdu parce qu'il y a un égrégore de râleurs, de la révolution, mais je pense que chaque peuple est gardien d'une tradition. Pour moi, c'est évident. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais voilà. Alors, un autre sujet qui nous intéresse, mais je ne sais pas si ça vous branche, bien que vous êtes à peu près à cheval entre l'anglais et le français, en fait. Oui, je peux. Est-ce que vous avez réfléchi sur les langues? Par exemple, apprendre une langue, c'est pas forcément quelque chose d'insignifiant. Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus porteuses que d'autres, plus intelligentes que d'autres? On va dire, est-ce que la langue, c'est quelque chose... Est-ce qu'on pense de la même façon dans les différentes langues, etc.? Certes non, parce que moi j'ai vécu 7 ans en Inde, donc j'ai des notions d'hindi et de sanskrit. Si je vous dis Sat Chit Anand, ou si je vous prononce les dernières paroles du Bouddha, ou si on dit Brahma, qui est le créateur, ça vient d'une autre vibration. Je parle l'italien, je parle un peu l'allemand, j'ai lu Goethe en allemand. C'est sûr qu'il y a des vibrations qui sont complètement différentes. Et si on utilise la langue des oiseaux en français, eh bien moi, elle m'arrive en anglais aussi, où vous pouvez décomposer. Si je dis genou, je, nous, le je et nous, ça ne fonctionne pas en anglais. Mais il y a d'autres... Je pense que chaque langue contient des codes. Dans la langue hébraïque, il y a des codes incroyables. Après, je pense que c'est une vie de travail pour aller au cœur de ces choses-là. Mais je pense que chaque peuple, chaque langue a une sagesse qu'il faut savoir décrypter. Et c'est vrai que moi, je parle plusieurs langues, et ben ça ouvre aussi l'esprit de voir que nous ne détenons pas... Alors, une dernière question, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation des jeunes enfants? Enfin, comment faudrait-il traiter les enfants qui naissent dans leurs premières années? Avec toute cette théorie, d'ailleurs, ce débat actuel sur la théorie du genre, etc. Enfin. Alors moi, je suis pour éradiquer l'école absolument dans la forme dans laquelle elle est. Je suis moi-même maman d'une petite fille, où pendant plusieurs années, je lui ai fait... j'ai créé des classes où on l'éveillait à la vie. Donc pour moi, l'éducation se fourvoie complètement. On formate des cerveaux et on n'apprend pas aux êtres à être. Donc l'école, telle qu'elle est, elle n'est pas... En ce qui me concerne, ne répond pas du tout à la fonction d'amener des êtres humains dans la conscience de ce qu'ils sont. Après, ma fille a quand même suivi un cursus scolaire finalement normal, et puis aujourd'hui, elle a passé son bac avec 2 ans d'avance, elle est brillante, elle a 20 ans, elle est diplômée, et elle entre dans un... Mais à côté de l'éducation, j'ai essayé de l'ouvrir à d'autres formes de sagesse. Pour moi, là, je différencie savoir scolaire et connaissance du monde et de la vie. Donc l'école, il faudrait pour moi la changer complètement. Mais là, je n'ai pas de solution. Parce que qui serait des enseignants capables? Alors, puisqu'on est encore quelques minutes, qu'est-ce que vous pensez, votre prénom c'est bien Patricia. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Alors, l'astrologie est un outil puissant. Moi, j'ai étudié l'astrologie plusieurs années, astrologie karmique. Et personnellement, je n'ai pas développé ça plus profondément parce que je pense qu'il faut, c'est comme apprendre le sanskrit, il faut y entrer. Je suis certaine que la vibration des planètes impacte sur la personne quand elle naît. Et si on regarde les mandalas que forme un trigone ou des... Ah oui, la vibration est importante. C'est sûr. À part ça, je vous dis, j'ai étudié depuis 3 ans l'astrologie, mais je n'utilise pas cet outil. Je n'ai pas assez de... Vous avez d'autres outils? L'intuition.
Et puis, j'enseigne la méditation, je suis maître de Reiki, je suis sophrologue, je travaille avec les barres Access, qui sont des points sur la tête. Oui, j'ai d'autres outils. Et alors, bon, en continuons. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le couple, par exemple? Le couple, moi, je trouve que c'est une manière extraordinaire de se rencontrer. Mais là encore, j'ai une vision du couple qui ne correspond pas peut-être au code. Je pense que l'être, il doit d'abord rencontrer sa propre solitude et rencontrer l'autre à partir de où il est dans une espèce de complétude, il est prêt à aller partager avec l'autre. Parce que je pense que le couple tel qu'il est vécu aujourd'hui, chacun va chercher ce qui lui manque chez l'autre et le couple est voué à la misère et à la solitude à deux. Mais je pense que les êtres qui sont capables de se rencontrer eux-mêmes peuvent vivre une relation de couple exceptionnelle. Je pense que c'est un miroir fantastique. Bon, je vous remercie.